Bienvenue dans l'Africa Newsroom en cette semaine spéciale Bénin. Le dossier du jour s'intéressera à la crise que traverse actuellement le football béninois. Au sommaire également de cette émission, Madagascar se dirigera-t-elle vers une nouvelle crise politique après la destitution du président voté par les députés? Nous tenterons d'y répondre ce soir et nous verrons également que les populations africaines ne profitent pas forcément des taux de croissance honorables de nos États. Et puis focus sur Kenya Airways qui a contracté un prêt auprès de l'État kényan. Et ils sont avec nous tout au long de cette émission autour de ce plateau. Nos éditorialistes, Sami Mojtabi, Sami bienvenue. Bonsoir, merci. Samuel Gambok, Samuel, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir. Et Gratien Rokindikiza, Gratien, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Après 18 mois à la tête de l'État, le président malgache Heri Radzaona Rimampianine a été destitué ce mardi 26 mai par les députés qui lui reprochent d'avoir violé la Constitution et ce, à plusieurs reprises. Le dossier se trouve aujourd'hui entre les mains de la Haute Cour constitutionnelle qui devra valider ou non le résultat du vote. On fait le point tout de suite avec ce sujet d'Aminata Diak. À Madagascar, le vote de la destitution du président Heri Radzaona Rimampianine risque d'enfoncer le pays dans une crise politique. À la majorité, 121 sur 125 votants, les députés ont décidé ce mardi 26 mai de destituer le chef de l'État élu démocratiquement en janvier 2014. Les parlementaires l'accusent de violations graves et répétées de la Constitution et de haute trahison. En somme, ils estiment que le président n'est pas à la hauteur de la situation. Face à la presse, le chef de l'État a réitéré son engagement à diriger le pays. Je veux rassurer la population malgache et la communauté internationale. Je suis là en tant que président de la République élu pour exercer ma fonction. Pour certains observateurs, le président malgache reconnaît quelques retards dans l'exécution de plusieurs projets. Si le président aujourd'hui essaie à tout prix de trouver une solution autre que cette dissolution pour résoudre la crise, donc qui oppose le législatif à l'exécutif, il reconnaît cependant la lenteur au niveau des résultats. Mais il explique cela par tout le travail de fond nécessaire pour réparer en fait les erreurs et les dégâts du passé et mettre en place les réformes nécessaires pour appliquer son programme et ses projets de développement. De même, il ne regrette pas cette décision d'avoir refusé jusque-là de se plier à certaines demandes matérielles des députés qu'il considère inappropriées et indécentes dans la situation présente. Le chef de l'État malgache se défend des accusations des députés et dénonce des manœuvres politiques visant à déstabiliser le pouvoir en place. Pour autant, certains spécialistes estiment que ce vote constitue une alerte pour le président qui devrait améliorer la gouvernance et produire des résultats. Destitution ou maintien au pouvoir, il revient maintenant à la Haute Cour constitutionnelle de valider ou non le résultat du vote parlementaire. Samuel, le président malgache maintient qu'il est encore au pouvoir, mais le restera-t-il encore longtemps ? Il le restera si l'armée reste fidèle et loyale à l'adresse de la souveraineté nationale, mais aussi à l'adresse du respect de la Constitution. C'est-à-dire que le président en exercice a été démocratiquement élu et pour cela, il doit rester président jusqu'à la fin de son mandat. Et l'armée, si elle veut rester républicaine, doit soutenir le président dans cette démarche-là. Maintenant, il fait face à des problèmes qui sont importants sur le plan politique. Il n'a déjà pas une base politique considérable au sein du Parlement, parce que son propre parti ne bénéficie d'aucun représentant. Il n'avait même pas de parti d'ailleurs quand il a été élu. Tout à fait. Et donc, à ce niveau, au niveau du Parlement, il est complètement fragile. Et le Parlement profite de cette fragilité pour faire entendre sa voix dans le combat qu'il est en train de mener avec le président. Mais il faudrait quand même que les hommes politiques de tout parti politique confondu puissent être responsables. Madagascar sort d'une crise politique profonde qui a littéralement fragilisé économiquement le pays. Les bailleurs de fonds internationaux ont tourné le dos à ce pays pendant quelques années et les conséquences sociales et économiques sont dramatiques. Et à ce niveau, on ne peut pas se permettre de revendiquer un luxe aussi important alors que le pays n'en a pas les moyens. Donc à ce niveau, il faudrait peut-être que les uns et les autres prennent en considération les réalités économiques du pays pour peser dans leurs revendications.
Oui, Gracien, parce que justement, comme le soulignait Samuel, Madagascar est en train progressivement de regagner la confiance de la communauté internationale avec cette nouvelle crise politique qui se dessine. Ça risque de tout gâcher. Oui, juste, je vais répondre sur ce que Samuel a dit. En fait, on parle de la démocratie au Madagascar. Même sans faire intervenir l'armée, les députés ont voté la destitution du président. Donc, il reste à la haute cour de justice juste pour statuer que le président, que la décision qui a été prise, le vote du Parlement, donc est conforme, et de cette façon, il ne peut faire autrement que de laisser le pays. Au moins, il se représente, les élections sont là, se présentent sur le paysage malgache. Que l'armée intervienne ou pas, c'est démocratique. C'est démocratique, c'est prévu, et d'ailleurs, lui-même, il pouvait dévancer les députés et renvoyer le Parlement. D'ailleurs, il voulait dissoudre l'Assemblée nationale et c'est pour ça qu'il a été destitué. Voilà, il a été destitué parce qu'en fait, c'est une course contre la montre. En même temps, il faut dire qu'il était assis sur une bombe. Comme il a dit, il n'a pas de majorité, il n'a pas de parti. Il était pratiquement, sa majorité était basée sur les autres partis avec des alliances qui chancelaient, qui changeaient du jour au lendemain avec des promesses des uns des autres. Revenant sur votre question, c'est vrai que le Madagascar allait vraiment sur le bon chemin des réformes pour qu'il y ait la confiance des bailleurs internationaux. C'était un gage de rétablissement, disons, de cette confiance du développement. Mais en même temps, il faut souligner que le président, il était assez lent par rapport aux réformes, par rapport à ce qu'il devait faire. Même quand on voit, il suffit de regarder seulement pour nommer un Premier ministre. Il attend 2 mois et demi. Ça fait beaucoup. Après 8 mois, il limoge le Premier ministre. Donc lui-même, il créait une sorte d'instabilité d'institution au niveau du pays, ce qui n'était pas vraiment dans le bon sens, disons, d'asseoir la stabilité du pays. C'était plus ou moins prévisible. Soit il renvoyait le Parlement, soit il était destitué par les députés. Donc c'était c'est ce qui s'est produit. Et journée internationale des casques bleus. Ce vendredi, cette année, elle coïncide avec les 70 ans des Nations Unies. Thème pour cette année 2015, ONU 70 et maintien de la paix, passé, présent, futur. C'est ici l'occasion de réaffirmer l'engagement de ces soldats à rendre le maintien de la paix plus efficace dans les années qui viennent, à l'instar de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. On fait le point avec ce sujet de Diarra Ndiaye. Le 29 mai marque la journée internationale des casques bleus de l'ONU. Pour la 7e année consécutive, l'organisation honore les quelques 126 casques bleus qui ont perdu la vie en 2014 au service de la paix. Les activités commémoratives ont lieu au siège des Nations Unies à New York et dans les bureaux et missions de maintien de la paix dans le monde. À l'instar de la Côte d'Ivoire où la cérémonie officielle a eu lieu ce jeudi au siège de l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Dans le paysage des mandats adoptés par le Conseil de sécurité des Nations Unies ces dernières années pour les opérations en Afrique, nous pouvons dire que celui de l'ONUCI a été particulièrement cohérent et inédit à plus d'un titre, même s'il n'a pas toujours été pleinement à la hauteur de nos attentes en ce qui concerne la protection des civils. Ce mandat a été marqué par une rare originalité de la part du Conseil de sécurité. L'ONUCI fera toujours figure d'exception parmi les opérations déployées en Afrique et dans le monde. Depuis leur début en 1948, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies constituent l'un des outils principaux utilisés par la communauté internationale pour gérer les crises complexes menaçant la paix et la sécurité internationale. Depuis lors, 71 opérations ont été menées avec succès, mais parfois émaillées de critiques. L'une des principales faiblesses de ces casques bleus, c'est justement la nature des personnes qui sont de nationalité qui font partie des casques bleus. Très généralement, on se rend compte que quand tu es sur le continent, ce n'est pas des nations très très fortes qui sont envoyées sur le continent, excepté la France. Dans certaines conditions, c'est les anciennes colonies. Mais lorsque ce n'est pas le cas, on a des forces du Bangladesh, on a des forces des différents pays qu'on appelle des pays du tiers-monde, qui ne sont pas forcément bien entraînés, qui ne sont pas forcément bien équipés. Et donc, ce qui fait que le mandat de ces forces-là, elles ont du mal à exercer leur force sur le terrain à cause de cet art-là. Aujourd'hui, plus de 125 000 casques bleus sont déployés à travers 16 opérations de maintien de la paix dans 4 continents. Gracien, on va peut-être commencer par évoquer le mandat des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Comment l'avez-vous jugé ?
Bon, on parlait de succès. Oui, il y a eu beaucoup de succès sur ce mandat, mais en même temps, il faut le dire que les militaires des Nations Unies étaient en Côte d'Ivoire à côté des militaires français qui disposaient d'un dispositif, d'un effectif assez conséquent et en même temps d'un équipement pouvant s'imposer. En réalité, cette mission en Côte d'Ivoire, on peut dire qu'elle a réalisé beaucoup de choses, mais s'il n'y avait pas cette présence des militaires français, je pense qu'il y aurait eu, je ne dirais pas un échec, un statu quo comme ça se fait dans plusieurs pays. Moi, je suis très critique par rapport à ces missions des Nations Unies, surtout en Afrique, parce que d'abord, on envoie des militaires qui ne sont pas bien formés. Deuxièmement, on envoie des militaires qui ne connaissent pas le terrain. Et on envoie des militaires qui deviennent finalement des fonctionnaires des Nations Unies, non plus des militaires combatifs. Donc plus d'échecs pour vous? Pour moi, c'est plus d'échecs. Il suffit de regarder même dans le Kivu, à Goma, avec 20 000 militaires des Nations Unies. Ça n'a pas empêché que 1500 rebelles de M23 envahissent la ville et gardent les militaires des Nations Unies presque en otage. Samuel, vous partagez l'avis très critique de Gratien? Je pense qu'il y a un peu de tout dans ce qu'on peut observer sur la présence des Nations Unies. Il y a des succès, il y a des échecs, il y a des dérapages. Les succès, c'est la capacité de stabilisation finalement qu'a acquise les Nations Unies dans le maintien de la sécurité et la stabilité internationale. Il n'y a pas un autre instrument opérationnel au monde qui puisse participer à la stabilisation de tel ou tel pays en dehors des Nations Unies. Il y a des accords bilatéraux, comme il a souligné, le cas de la Côte d'Ivoire a bénéficié des accords de défense entre la Côte d'Ivoire et la France qui ont peut-être facilité aussi les choses. Mais il faut préciser que la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire brille par son originalité, dans sa capacité surtout à tirer des leçons dans les autres théâtres de conflit où les Nations Unies n'ont pas toujours été très efficaces. Il a pris le cas de la RDC. Ils ont pris de bonnes mesures, une méthode de travail beaucoup plus globale, beaucoup plus inclusive, qui a permis de réaliser des succès importants. Ils ont mis l'accent particulièrement sur la formation, le rétablissement de la capacité des armées à pouvoir reprendre le contrôle et la sécurité de leur territoire. Maintenant, au niveau des échecs, moi je pointerais davantage au niveau global les échecs des Nations Unies dans leur capacité à lutter contre l'impunité. Et aujourd'hui, la Cour pénale internationale fait face à des obstacles politiques et seules les Nations Unies peuvent doter la Cour pénale internationale d'un bras séculier lui permettant de lutter efficacement contre l'impunité. Et aujourd'hui, le cas du Soudan le démontre. Il faudrait peut-être que l'ONU et le Conseil de sécurité puissent soutenir davantage la Cour pénale internationale dans son arbitrage. Il y a des incohérences qui ont été observées, il y a des dérapages au cours des dernières années et récemment le présumé dérapage sur le vol contre les adolescentes en Centrafrique démontre que les missions des Nations Unies dans le cadre de la stabilisation et du maintien de la paix n'ont pas toujours été cohérentes. Gratien ? C'est juste pour dire qu'en fait, juste deux exemples. Si on prend les militaires tchadiens qui intervenaient au Mali et les militaires les Ougandais, les Burundais, les Kenyans qui sont en Somalie, ils ont fait des résultats bien tangibles, plus que les militaires des Nations Unies. C'est-à-dire que si on envoie des pays, chaque pays se dit, moi je vais envoyer des bataillons pour combattre avec un financement des Nations Unies ou de l'Union européenne, il y a plus de succès parce qu'il y a une certaine cohérence dans le corps, il y a une cohérence dans le commandement, il y a aussi un engagement parce que c'est le pays qui défend son nom. Au niveau de la mission, par exemple en Somalie, la mission a pu déloger les El-Shabaab de la capitale. Ils ont installé un pouvoir, un gouvernement, et ça fonctionne, même s'il y a El-Shabaab qui se manifeste de temps en temps. Mais c'est vraiment par rapport à ce qui se passe au Soudan. Depuis des années, des dizaines d'années, il y a des militaires des Nations Unies, mais il y a toujours le même problème. Il n'y a pas eu d'avancement. Par rapport au Mali, par exemple, après le départ les Tchadiens ne sont pas dans le commandement, disons, de la force des Nations Unies, mais on voit souvent la fragilité de ce corps. Là, toujours, il y a les militaires français qui sont là, qui se battent, et on se demande finalement pourquoi il y a des militaires des Nations Unies qui sont payés. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.